Bonjour à tous. Voilà, un grand merci de pouvoir, permettre de présenter les résultats de ce travail dont on a eu les résultats vraiment très récemment en fait, puisque c'est une étude, qui a un programme hospitalier de recherche clinique, interrégional, qui a été financé en 2018 et qui là, voilà, on sait que le temps de la recherche est souvent un temps assez long, mais là, on est vraiment heureux d'arriver vers la finalisation avec des résultats vraiment intéressants. Donc un essai qui est réalisé sur 9 centres, français, 9 centres spécialisés de l'obésité, qui associe un binôme de médecins en nutrition et de psychiatres ou addictologues, et que je vais vous détailler un petit peu plus loin. Donc effectivement, je travaille au CHU de Tours, au sein de l'équipe d'addictologie, donc je suis psychiatre et addictologue, et je suis également rattaché à l'équipe INSERM U1253, qui est l'équipe iBrain. Alors en introduction, comme vous le savez, chez les patients avec obésité, parmi les différents troubles psychiatriques présents, les troubles des conduites alimentaires sont particulièrement fréquents et lorsqu'ils sont présents, vont être associés à des facteurs de risque d'échec de prise en charge. Et ces troubles, on les connaît bien, dans le champ des troubles alimentaires avec principalement l'hyperphagie boulimique, le binge eating disorder, qui a l'avantage de pouvoir avoir une définition assez consensuelle, mais dont la limite est que la définition se base sur la notion de quantité consommée. Pour qu'il y ait des patients puissent manger une certaine quantité pour pouvoir remplir le critère d'accès hyperphagique. Or, la deuxième dimension qui est intéressante, c'est cette dimension de perte de contrôle alimentaire, qui, du coup, permettrait peut-être d'évaluer de façon plus complète l'ensemble des personnes pouvant avoir des difficultés sur le plan alimentaire. Et c'est là que la notion d'addiction à l'alimentation est intéressante, c'est qu'en fait, elle ne se focalise pas, entre guillemets, seulement sur la question de la quantité consommée, mais elle se focalise plutôt sur le rapport du sujet avec, l'alimentation, et elle évalue finalement, des questions qui ont trait à la perte de contrôle, les dommages et la poursuite du comportement malgré les dommages, selon une perspective plutôt addictologique. Et donc on peut penser que cette notion d'addiction à l'alimentation permettrait une évaluation un peu plus complémentaire des patients à risque d'échec, peut-être d'un spectre un peu plus élargi et qui permettent d'une part de mieux évaluer ces patients-là pour mieux les repérer, mieux comprendre leurs facteurs de vulnérabilité, et c'est aussi dans le but de mieux les prendre en charge selon, le profil, identifié. Donc dans le champ des troubles alimentaires, c'est vrai que vous avez, hem, les critères actuellement, permettent de définir la notion de trouble des conduites alimentaires avec les TCA caractérisés que sont l'anorexie mentale, la boulimie et l'hyperphagie boulimique. Vous avez des patients qui n'ont pas de troubles des conduites alimentaires ou pas de symptômes alimentaires, et entre les 2, vous avez, de nombreuses manières de définir, les symptômes qui sont d'ailleurs pas toujours, similaires d'un professionnel à un autre, même au sein de professionnels chevronnés. C'est ce qu'on avait, vu avec le module sur les TCA dans l'obésité, qui a été mené auprès de la FFAB en collaboration avec des collègues en psychiatrie, en nutrition, et qui a été récemment, mis en place là, dans un module spécifique pour, module d'1 heure à peu près pour apprendre à mieux comprendre les troubles alimentaires chez les personnes avec obésité. C'est que les termes utilisés peuvent être très différents et pas toujours avec les mêmes définitions, et donc l'idée de l'addiction à l'alimentation, c'est qu'on puisse peut-être, aligner, certains de ces symptômes avec l'idée que ce qui est central, c'est peut-être la perte de contrôle, donc quand ça s'impose à la personne, qu'elle a du mal à contrôler sa consommation malgré elle, alors qu'elle ne le souhaite pas à ce moment-là. Le concept d'addiction à l'alimentation, il est assez, ancien dans son idée, mais assez récent dans son évaluation. Là, vous avez ici les travaux de l'équipe d'Ashley Gerhardt qui a développé plusieurs échelles des autoquestionnaires qui permettent d'évaluer, le phénotype d'addiction à l'alimentation, qui reste une hypothèse, il faut bien le rappeler, c'est pas validé dans les classifications internationales, de la même manière que l'addiction au sucre, l'addiction au gras n'est pas validée, c'est les TCA caractérisés qui sont validés comme des troubles caractérisés, et qu'on peut faire l'hypothèse que d'aller au-delà d'une caractérisation, on va dire de comportement, de quantité consommée, permettre d'aller un peu plus loin avec cette notion de perte de contrôle, comme dans les autres addictions, de dommages, des conséquences négatives et malgré tout de continuer à consommer, et puis éventuellement d'avoir des signes de sevrage ou de tolérance. Donc ça, c'est la notion finalement, de se baser sur cette notion d'addiction alimentaire pourrait être intéressante, et la question c'est comment faire pour prendre en charge ces patients-là? Donc à l'heure actuelle, on n'a pas de traitement qui ait fait la preuve de leur efficacité dans l'indication addiction à l'alimentation. C'est-à-dire qu'on a des traitements qui existent avec les recommandations notamment de 2019 pardon, qui permet d'identifier des traitements médicamenteux en seconde intention et des traitements psychothérapeutiques. Mais en France, on n'a pas de module qui ait vraiment été validé dans cette indication-là. Et pour prendre en charge les patients, donc dans les psychothérapies, les thérapies comportementales et cognitives qui visent à identifier les situations,
les émotions, les pensées et les comportements associés aux comportements problèmes sont vraiment très utiles dans ce champ-là et peuvent être tout à fait bénéfiques chez les patients avec obésité. Mais un problème important qui est que l'accès à ces psychothérapies n'est pas toujours facile parce qu'on a des centres qui ont une référence départementale, régionale, voire plus, et qui du coup, l'idée d'avoir des psychothérapies à distance permet de pouvoir faciliter l'accessibilité à ces patients, d'où l'idée ici de pouvoir, qui était la nôtre, d'évaluer l'effet d'une psychothérapie de type TCC chez des patients avec obésité et addiction à l'alimentation, et par le biais du téléphone. Donc on l'avait mis en place avant le Covid, hein, on avait l'idée de mettre en place le distanciel, plutôt par téléphone que par visio du coup et de tester cette procédure par rapport à des soins habituels. Donc l'objectif principal de cette étude, donc qui est, donc je vais détailler un peu plus les caractéristiques, méthodologiques plus loin. C'était vraiment d'évaluer l'efficacité à moyen terme, donc après 18 semaines de traitement, bien conduit, d'une psychothérapie de type TCC sur l'addiction à l'alimentation chez des patients qui venaient consulter, dans un premier temps, auprès d'un médecin en nutrition d'un centre spécialisé de l'obésité. Et donc ces patients ont été d'abord vus par un médecin spécialisé en nutrition sur la première consultation. Si jamais ils avaient des critères d'addiction à l'alimentation par le biais de l'auto-questionnaire, s'ils étaient dépistés de façon positive et qu'ils remplissaient les critères d'inclusion, on pouvait leur proposer de participer à l'étude. Et donc il s'agissait d'une étude randomisée qui vise à randomiser les patients soit dans le groupe TCC, soit dans le groupe contrôle. Et donc l'idée était d'évaluer l'effet à court terme, donc 6 semaines, à moyen terme, 18 semaines, et également à long terme, donc après la réalisation du traitement, donc à 9 mois après la chirurgie. On avait également d'autres critères, d'autres objectifs secondaires, je vous les détaillerai peut-être pas tous, mais c'était d'une part de voir si les TCC sont également efficaces au-delà de 18 semaines, donc soit très tôt, soit plus tard, 6 semaines ou à 9 mois, et d'évaluer également d'autres paramètres. Est-ce que la TCC est efficace également sur d'autres critères comme des pathologies psychiatriques, la qualité de vie? Est-ce que ça permet aussi de réduire significativement, d'améliorer l'IMC ou des paramètres du syndrome métabolique? Et puis de savoir si c'était aussi acceptable, pour les patients, si c'était finalement assez faisable, parce que c'était aussi un challenge de créer une psychothérapie de novo pour ces patients-là. Donc en ce qui concerne la méthodologie, donc il s'agit d'une étude randomisée en ouvert avec 2 groupes parallèles. Un groupe expérimental qui est basé sur une TCC, qui consistait en 12 séances de prise en charge par téléphone par des psychologues, avec des séances de 45 minutes à 1 heure à chaque fois, sur 18 semaines, comparativement à une prise en charge en soins usuels, avec donc 9 centres qui ont accepté de participer, donc les centres d'Angers, Brest, Caen, Cherbourg, Nantes, Poitiers, Reims, Rennes et Tours, avec un objectif de 154 patients et des évaluations donc initiales, 6 semaines après, 18 semaines après et 9 mois après. Donc je remercie l'ensemble des collègues des différents CSO, des centres hospitaliers qui nous ont rejoints, avec à chaque fois vous voyez le binôme, qui est le binôme médecin en nutrition, médecin psychiatro-addictologue, et qui a permis vraiment de recruter tous ces patients avec un intérêt assez fort de cette problématique du fait de la prévalence de ces troubles chez ces patients. Je remercie également les psychologues, donc 4 psychologues, Julie Caillon, Anna Mangolini, Aurélien Ribadier et Aurélie Rucard, qui ont été les psychologues qui ont fait les TCC, puisqu'on a fait le choix d'avoir des thérapies qui soient centralisées par des psychologues qui ont été formés au préalable pour l'ensemble des psychologues, pour l'ensemble des patients des différents centres. Le protocole, il était assez simple, donc vous aviez d'abord une sélection par le médecin de nutrition, donc première consultation de nutrition dans le centre obésité. Alors la plupart étaient des CSO, il y avait juste un des centres qui était un centre non CSO, mais qui accueillait aussi des patients avec obésité sévère. En cas d'obésité sévère et de consentement et d'addiction à l'alimentation sur l'auto-questionnaire, on vérifiait ses critères de pré-inclusion et on pouvait inclure le patient pour le mettre soit dans le bras au hasard ou TCC. Donc c'était une séance par semaine pendant 6 semaines, puis une séance toutes les 2 semaines pendant 12 semaines, avec le groupe contrôle en face en soins usuels et une évaluation à 6 semaines et 18 semaines et 9 mois. Le protocole, on l'a basé sur, au départ, les travaux de Stéphanie Cassin qui, au Canada, a travaillé sur un protocole qui était au départ sur 6 séances pour les candidats à la chirurgie bariatrique et qu'on a modifié avec un travail qui est au départ plutôt un travail sur le plan
comportementale avec un travail sur la motivation au changement, identifier les objectifs de prise en charge, identifier de façon précise peut-être les objectifs en termes de perte pondérale et en termes d'amélioration du comportement alimentaire, questionner un peu la place de l'alimentation dans la vie du quotidien pour pouvoir faire émerger des motivations qui n'étaient pas forcément présentes au départ. Donc ça, c'est les 2 premières séances. Après, on a plutôt fait un travail comportemental sur le plan de la restriction cognitive, donc et l'intention de contrôler son poids en s'imposant une série d'obligations, d'interdictions. Que le patient arrive à comprendre un peu le mécanisme des TCC qui consiste à développer une forme d'expérience du patient, d'apprentissage sur des évaluations de ses propres comportements et ressentis et pensées. S'ensuit ensuite un travail cognitif sur les 5e et 6e séances avec l'identité des pensées automatiques que le patient peut avoir et les schémas cognitifs, on va dire habituels et les pensées alternatives potentielles. De quoi? Et enfin, un travail plutôt sur émotionnel, du coup, avec un travail d'identification des émotions. Mais c'était à l'internet? Excusez-moi, je crois qu'il y a des personnes qui n'ont peut-être pas coupé leur micro. Ouais, merci. Et donc un travail sur les émotions, donc peut-être d'identifier les émotions, d'identifier le lien entre les situations et les émotions et de travailler sur la régulation des émotions. Et puis enfin, un travail de prévention de la rechute. Le travail émotionnel, il peut paraître un peu tardif par rapport à l'arrivée, mais c'était vraiment volontaire. C'est l'idée vraiment de créer des bases, d'abord d'une motivation importante, une alliance thérapeutique, de donner aux patients les outils, parce qu'il s'agit de petits exercices à faire en fait à la maison pour identifier un peu ses comportements et ses pensées. Et dans un second temps, seulement d'aller vers le côté émotionnel, qui est sûrement la pierre centrale de la prise en charge, mais qui peut être réalisé que si jamais on a déjà une base solide. Les critères d'inclusion étaient assez classiques, assez larges, donc des patients avec obésité sévère, IMC à plus de 35, première consultation auprès d'un médecin généraliste, et avec un diagnostic d'addiction à l'alimentation selon l'auto-questionnaire IFAS. Les analyses statistiques, je passe rapidement. Donc pour ce qui est des résultats, qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? Tout d'abord, vous avez ici les 2 bras, le bras de prise en charge habituel et le bras de prise en charge par téléphone. On voit qu'à 18 semaines, on a autant de patients dans les 2 groupes. Donc finalement, on n'a pas tant de perdus de vue que ça. On a eu 9 perdus de vue dans chaque 9 et 10 perdus de vue dans chaque groupe, ce qui est relativement acceptable. Et sur le long terme, finalement, on arrive aussi à avoir quand même des résultats intéressants avec des patients qui ont continué à être suivis jusqu'à 9 mois après la prise en charge. En termes de description, les patients ont plutôt une addiction à l'alimentation sévère. Vous voyez, dans plus de 3/4 des cas, une addiction sévère. Un profil assez classique pour les patients du CSO avec un IMC moyen autour de 43. Et puis plutôt des femmes dans 80% des cas, avec un âge autour de 40 ans, donc un profil assez classique au sein du CSO. Le premier objectif portait plutôt sur l'évaluation de l'acceptabilité des séances. Et donc on voit que de façon assez positive, plus de 4 patients sur 5 ont bien réalisé les 12 séances de TCC, puisqu'en fait, une séance par semaine pendant 6 semaines, puis une séance par semaine toutes les 2 semaines pendant 12 semaines, c'est quand même assez prenant. Et malgré finalement l'investissement, les patients ont quand même bien réalisé les séances. Et non seulement ils se sont bien présentés aux séances, mais quand on demande aux psychologues d'évaluer si les différents points qui ont été abordés dans chaque séance ont été abordés et intégrés, on voit que dans une grande majorité des cas, les exercices proposés et les outils proposés, les patients s'en sont plutôt bien saisis. Et on voit que plus de 90% des patients ont réussi à atteindre les objectifs selon le psychologue qui prenait en charge les patients. De même pour les autres séances, vous voyez, on a quand même une acceptabilité qui est assez importante et finalement ce qui témoigne d'une bonne faisabilité. En ce qui concerne l'évaluation de l'efficacité du protocole, donc au départ, tous ont une addiction à l'alimentation et l'idée était de réévaluer à partir de questionnaires IFAS à 18 semaines, combien avaient toujours une addiction à l'alimentation dans la prise en charge habituelle et combien avaient toujours une addiction à l'alimentation dans le groupe par téléphone. Et vous voyez que de 100%, dans le groupe de prise en charge habituelle, on descend à 50%, ce qui correspond à l'amélioration liée à la prise en charge en soins usuels, qui permet déjà de réduire de moitié la prévalence de l'addiction à l'alimentation avec la prise en charge pluridisciplinaire. Et quand on fait la TCC par téléphone, on obtient une prévalence de 29,2%, donc une diminution de 20% entre les 2 groupes, ce qui était significatif d'après les modèles en analyse avec les modèles multivariés. C'était une variable qu'on a retrouvée à la fois dans le modèle, si on prend en compte les patients avec des données manquantes, mais également si on prend les cas complets. Donc on a une donnée qui est assez robuste sur le lien entre le fait d'avoir la TCC et le fait d'avoir une amélioration significative
du diagnostic d'addiction à l'alimentation. À 6 semaines, on ne retrouve pas ce résultat, c'est un peu trop tôt, puisqu'on voit qu'à 6 semaines, 56% dans le groupe de prise en charge habituelle se sont améliorés, ont toujours une addiction à l'alimentation, alors que dans le groupe par TCC par téléphone, on est plutôt autour de 45%, ce qui n'est pas significatif. Et à 9 mois, si on considère le diagnostic d'addiction à l'alimentation, donc si on regarde prise en charge en soins visuels, on tombe à 27%, et dans le groupe par téléphone à 15%, ce qui n'est pas significatif pour le diagnostic d'addiction à l'alimentation, qui nécessite 2 critères plus de la détresse émotionnelle, mais qui en revanche est significatif pour le nombre de critères si on considère le fait d'avoir de 0 à 11 critères d'addiction à l'alimentation. Ici, vous voyez le nombre de critères d'addiction dans le groupe, d'une part prise en charge habituelle et d'autre part prise en charge par téléphone, avec une amélioration qui existe déjà dans le groupe de soins visuels et une amélioration plus marquée dans le groupe de TCC par téléphone, puisque vous voyez que, en termes de nombre de critères, on passe de 7,5 critères ou 7,8 critères à l'inclusion à 4,3 critères dans le groupe de prise en charge habituelle et 2,6 dans le groupe de TCC par téléphone, et ça continue à diminuer au-delà des 18 semaines de suivi. Lorsque la prise en charge est arrêtée et qu'on poursuit le suivi à 9 mois, on continue à avoir une amélioration significative. C'est ce que démontre l'effet d'interaction ici avec le groupe et la visite. Donc sur le long terme, on a toujours une amélioration dans le groupe TCC en termes de nombre de symptômes. En revanche, en ce qui concerne l'IMC, on attendait peut-être un effet bénéfique au niveau de l'IMC, mais on n'a pas retrouvé d'effet bénéfique, de différence en tout cas, en termes en faveur du groupe de TCC. Et donc on n'a pas de différence significative avec des patients qui parlent d'un IMC témoignant d'une obésité sévère et qui restent sur des IMC assez proches, avec une petite diminution, mais qui n'est pas du tout significative. Déjà, ils arrivent à stabiliser leur poids, ce qui est déjà intéressant, mais pas de différence entre les deux groupes. Et de la même manière, sur les critères de syndrome métabolique, on n'a pas d'effet d'impact en termes d'impact sur le côté cholestérol, dyslipidémie, ou sur le côté non plus de la glycémie. L'évaluation par les patients rapporte le fait que l'évaluation est assez appréciée. Les rendez-vous téléphoniques, c'était vraiment un challenge pour nous, parce qu'on se disait au départ, on avait quand même un questionnement de savoir si ça allait être bien accepté. Finalement, ça a été très accepté de façon très favorable. Un patient qui a bien résumé ce qui était pensé par beaucoup de patients, c'est que c'était à la fois personnel et impersonnel. Et donc ça permet à la fois peut-être de se livrer plus facilement que dans une prise en charge un peu plus classique, mais sans non plus éviter de s'exposer à des situations potentiellement difficiles et potentiellement qui pouvaient modifier aussi le rapport que la personne pouvait avoir à son alimentation. Et donc c'est finalement un média qui a été vraiment assez plébiscité par les patients. Les patients ont vraiment apprécié la posture non jugeante des psychologues. Et effectivement, dans les perspectives, alors les patients souhaitaient que la durée des suivis puisse être peut-être un peu plus longue, et puis peut-être plus de temps ou moins de temps. Ça, c'est entre les exercices, ça c'était un peu débattu, mais globalement, que ça puisse se maintenir au-delà des 18 semaines pour avoir un suivi plus continu, puisque c'était quand même assez intensif. Donc en termes de discussion, qu'est-ce qu'on peut dire? D'une part que ce travail, il permet avec une étude plutôt bien assez robuste sur le plan méthodologique, randomisée, de démontrer qu'une TCC en téléconsultation chez les patients avec obésité et addiction à l'alimentation, c'est faisable. Les patients adhèrent, c'est plutôt bien intégré, ils arrivent bien à intégrer les contenus proposés. C'est efficace à 18 semaines sur l'addiction à l'alimentation, pas dès 6 semaines. Ça se maintient à 9 mois sur le nombre de symptômes, ce qui est assez encourageant, avec seulement 15% des patients qui présentent toujours une addiction à l'alimentation au bout de 9 mois de prise en charge dans le groupe TCC. Et c'est efficace également sur le nombre de symptômes d'hyperphagie boulimique, mais pas sur l'IMC ou les paramètres métaboliques. Et donc, ça ouvre des perspectives. Alors, en termes de valorisation de ce travail par des articles qui sont en cours de finalisation, en termes de diffusion de connaissances, peut-être d'intégrer cette téléconsultation en TCC dans les bonnes pratiques, et puis de voir comment il serait possible de l'implémenter peut-être de façon plus large. Et puis ça pose la question aussi de complémentarité avec les approches actuelles. Alors quand on a lancé le projet, là, il n'y avait pas encore toute la question sur les GLP-1, mais on voit vraiment l'aspect complémentaire, puisque les GLP-1 peuvent avoir un effet effectivement sur le plan du poids, qui est largement démontré, sur le plan du comportement alimentaire qui peut être parfois observé. Et peut-être que l'interaction entre les deux permettrait d'avoir un effet synergique encore plus marqué que l'un ou l'autre de façon séparée. Voilà, je tenais à remercier l'ensemble des collègues qui ont participé de façon très active à ce protocole et qui ont permis sa bonne réalisation dans les délais impartis, notamment le réseau des médecins en nutrition du réseau Hugonut et les réseaux également des investigateurs en psychiatrie, ainsi que toutes les équipes de recherche, voilà, qui ont permis
la réalisation effective de ce projet, que ce soit pour Tours ou pour les autres centres. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, c'était Eh bien, merci beaucoup pour votre présentation. On a le temps pour quelques questions. Donc, bonjour, merci beaucoup. Moi, je suis le professeur Di, je suis un des coordinateurs du réseau Force. Merci pour votre présentation, merci pour cette étude. Extrêmement intéressant les résultats. J'avais une question sur justement l'hyperphagie boulimie en fait. Est-ce que vous aviez aussi identifié parmi vos 150 patients là, ceux qui étaient porteurs d'une hyperphagie boulimie et ceux qui ne l'étaient pas? Est-ce qu'il y a des différences entre les groupes? Est-ce que vous aviez au-delà du questionnaire de la Yale Food Addiction Scale, est-ce que vous aviez utilisé la Binge Eating Scale ou une échelle de craving ou des choses de ce type-là? Oui, alors, effectivement, c'est une très bonne question. Alors, j'ai pas présenté les résultats là, mais en fait, on a aussi évalué ces patients à baseline et à 18 semaines par des auto-questionnaires, donc avec la Binge Eating Scale, effectivement, avec le Food Craving Questionnaire, et Trait Reduced en 20 items. Et on a également évalué ces patients sur le plan d'un entretien semi-structuré, qui permet d'évaluer les critères diagnostiques d'addiction à l'alimentation et les critères diagnostiques d'hyperphagie boulimique. Donc, je vous ai pas présenté les résultats là. Globalement, il y a à peu près 2/3 des patients qui remplissent aussi les critères d'hyperphagie boulimique, entre la moitié et 2/3. On voit que la TCC, elle est également efficace sur les symptômes d'hyperphagie boulimique, puisqu'en fait, le score BES s'améliore également entre baseline et 18 semaines. Après, j'ai pas fait les analyses, on a fait les analyses sur 9 mois, mais on aura probablement des résultats assez proches. Mais ça correspond pas exactement à la même population. Donc c'est intéressant d'avoir l'approche complémentaire. Et ça pose la question peut-être de la complémentarité des 2 et de vers quelle manière de phénotyper un peu, on devrait aller. Ça sera l'objet aussi d'une autre, valorisation, je pense, de voir qu'est-ce qui est similaire, qu'est-ce qui est différent entre les 2. Que c'est vrai que une des problématiques, alors que ça fait partie de la feuille de route, tout ce qui est autour de l'hyperphagie boulimie, là, il y a au moins trois actions de la nouvelle feuille de route obésité sur l'hyperphagie boulimie, notamment le screening, le dépistage. Et on est un petit peu toujours à se questionner sur comment on peut facilement dans nos centres dépister les patients avec troubles du comportement alimentaire. Et c'est vrai que la Yale Food Addiction Scale, elle est, je pense, réalisée pas mal. Mais pour le moment, on nous conseille avant tout de rechercher plutôt le binge eating disorder avec la BES et un score au-dessus de 17 à la BES pour dire qu'a priori, il y a un trouble alimentaire, quoi. Mais Mmh. forcément, on n'est pas, l'addiction alimentaire fait pas encore partie d'un élément de diagnostic, quoi. Enfin, on n'utilise pas Mmh. forcément, mais pas dans les, enfin, je sais pas, dans les comptes rendus, par exemple, on met pas qu'il y a une addiction alimentaire. Mmh. Oui, je suis d'accord avec vous. Il faut vraiment être au clair d'abord sur les critères bien connus, diagnostiques. C'est vrai que là, l'idée, c'était de pouvoir recruter aussi plus largement, parce que sinon, si on était vraiment stricto sensu sur le diagnostic d'hyperphagie boulimique, je pense qu'on aurait plus de difficultés à pouvoir avoir une faisabilité élevée. Après, sur le binge eating, vous avez quand même une étude assez récente, qui a validé le questionnaire BEDS-7, qui, du coup, en 7 items, permet d'avoir un dépistage de l'hyperphagie boulimique. Alors, l'intérêt, c'est que c'est un questionnaire qui est court. Il y a une validation internationale, qui a été faite dans 42 pays, cross-cultural validation. C'est intéressant. Par contre, je trouve que la traduction de l'échelle, elle est pas forcément très bonne parce que, il parle d'épisodes de surconsommation alimentaire excessive. Donc du coup, c'est un outil qui est intéressant et qui, à mon avis, a été validé récemment en français et qui pourrait être tout à fait, pertinent, plus court en tout cas. Et puis, il y avait une initiative de force qui a été de valider un questionnaire court pour l'addiction alimentaire sans passer par la Yale Food, qui est le questionnaire Oui. Ah ouais. FAST, Mmh. à l'initiative de Sylvain Iceta, qui est maintenant au Québec. Et on a fait une validation qu'on n'a pas publiée, internationale, francophone, Québec, France, dans la plupart des CSO ont participé à cette étude pour cet outil simple de diagnostic en 3 questions qui s'appelle Mmh. FAST. Ouais. Ah ouais. Après oui, c'est vraiment le côté pratique quoi, c'est la validité de face, voilà, qui est aussi peut-être C'est plus ça. facilement acceptable pour les professionnels, voir quelles questions sont les plus pertinentes et je rejoins. Alors il y a la Yale Food Addiction Scale, elle a été validée en version courte aussi en 13 items, heu, en version DSM-5, mais effectivement, c'est pas les critères reconnus, ça reste une hypothèse en fait, hein. Bah, en gros, on nous dit surtout, pour dépister les TCA, il faut utiliser le SCOFF. Et en fait, Ouais. le SCOFF n'est pas du tout adapté à la population avec obésité. C'est plutôt orienté quand même vraiment sur la restriction et sur l'anorexie. Enfin, plus pour dépister ce genre de Mmh. troubles que l'hyperphagie, boulimie ou l'addiction alimentaire. Donc, on est
on est encore en difficulté, je trouve, pour bien phénotyper, identifier nos patients en dehors via des questionnaires ou via des critères assez simples. Mhm. Mais c'est un autre champ d'exploration. Mais merci beaucoup. En tout cas, c'était super votre topo. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi l'Assemblée? Dans le chat, il y a 2 questions par ordre chronologique. La première, c'était: pouvez-vous préciser le calcul du score de l'addiction à l'alimentation? Oui, tout à fait. Alors en fait, vous avez l'idée, c'est d'avoir un nombre de critères avec, perte de contrôle, craving, et en fait, vous avez, c'est la IFA, c'est 35 items et 3 à 4 items par dimension, et en fait, si vous avez un score qui est au-dessus du score considéré comme cut-off pour un item donné, vous considérez que le score est rempli. Par exemple, si vous avez, score cut-off est à 5/7 pour la perte de contrôle, si vous avez au moins un item à plus de 5, vous pouvez considérer que c'est rempli, et ensuite vous pouvez dire qu'il y a 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 11 critères qui sont présents. Donc vous avez un nombre de symptômes qui peut être présent. C'est la première manière de coter le nombre de symptômes, et après vous avez également le fait d'avoir un diagnostic oui/non, c'est si jamais vous avez au moins 2 critères sur 11 et qu'en plus il y a une détresse significative qui est évaluée comme positive, et ça c'est une autre question en fait, avec, le retentissement du comportement sur le quotidien. Ça répond bien à la question. La deuxième question qui était posée, c'est: pourriez-vous préciser quels types d'exercices ont été proposés? Restructuration, diffusion cognitive, Oui, etc. tout à fait. Alors, je l'ai pas précisé là, c'est vrai que ça mériterait une présentation complète. Alors c'est très classique en fait, hein, il y a des épisodes, des questions plus sur la restructuration cognitive. Si vous regardez l'article de Cassin sur la chirurgie bariatrique en 6 séances, vous avez des éléments assez précis sur les techniques utilisées. Donc c'est très classique, hein, des colonnes de Beck avec évaluer les situations, les pensées, les émotions, les comportements alternatifs, des choses plutôt sur l'identification des schémas. Donc on ne peut pas pour l'instant le diffuser parce que l'article n'a pas été validé, mais l'idée après, c'est de pouvoir quand même rendre accessible aussi l'outil en tant que tel de thérapie, pour qu'il puisse être utilisé aussi d'une façon générale. Après, on reste à voir la forme un peu que ça pourra prendre, mais c'est que aussi que ce soit utilisable par les cliniciens, tout à fait. Oui. On peut dire un petit mot, quand même, vous l'avez évoqué, sur les thérapies qui nous semblent émergentes et intéressantes, qui sont les GLP-1, effectivement, les analogues du GLP-1, qui ne sont pas actuellement des stratégies thérapeutiques pour les troubles alimentaires. Mais on a quand même de plus en plus de données pour nous montrer qu'il y a un effet visiblement assez pertinent sur le craving ou sur le food noise. Il y a eu notamment là récemment publié l'étude Step Up, qui est une étude avec le Wegovy à très forte dose, là, 7,2 mg chez 1400 patients, où on a à peu près 500 patients qui ont eu des questionnaires, ils ont eu le TFEQ et le questionnaire de craving, là, le CO-EQ, qui montre effectivement un effet assez fort sur la réduction du craving et sur la diminution de la désinhibition, sans effet sur la restriction alimentaire, et avec un effet particulièrement intéressant sur les fortes doses de traitement. Le 7,2 par rapport aux 2,4 mg de Wegovy, alors même qu'il n'y a pas forcément d'écart majeur sur la perte de poids, qui nous fait dire qu'il y a vraiment un effet de ces molécules sur le contrôle de la prise alimentaire. Et puis, il y a eu une étude aussi sympa qui a été faite à partir de questionnaires, une étude américaine qui s'appelle Inform, et l'étude sur le food noise, avec le questionnaire, il y avait les 5 questions du questionnaire de food noise. C'est une étude de vie réelle où on voit que les patients avaient au moins eu 4 mois de traitement par sémaglutide, qui montre là aussi une réduction de près de 50% des patients qui se déclaraient comme étant envahis par le bruit alimentaire, là, le bruit de fond alimentaire. Ceux qui se déclaraient comme sur les 5 items, en fait, c'était je suis tout à fait d'accord ou plutôt d'accord. Ça réduit de 50% au bout de quelques mois de traitement par analogue du GLP-1. Donc on verra, hein, on n'a pas encore d'études spécifiques binge, TCA et analogue GLP-1, mais ces études sont en cours. Mais ça aidera probablement, au-delà de la TCC, des IRS, d'avoir des stratégies pharmacologiques qui contribuent aussi à l'amélioration du phénotype de ces patients. Mmh. Oui, tout à fait, c'est vraiment des approches qui sont très intéressantes, qui donnent vraiment l'opportunité d'un changement, en fait. C'est un peu ça l'idée, c'est que, un peu comme la chirurgie de l'obésité, c'est que finalement ça donne une fenêtre thérapeutique pour permettre d'engager un changement, et du coup, bah, si jamais pendant cette fenêtre thérapeutique, on arrive à travailler un peu sur les facteurs de fond, bah, voilà, très bien, ça permet de résoudre les choses sur le long terme. Si jamais c'est pas le cas, le risque, c'est qu'effectivement,
ça marche moins bien et qu'à l'arrêt du traitement, puisse avoir une reprise. Mais l'effet des GLP-1, il est très intéressant et on l'a aussi nous dans le champ de l'addiction, parce qu'il y a plusieurs études qui témoignent aussi de l'intérêt des GLP-1 dans le champ des addictions. Alors on n'a pas encore de données probantes en quantité nombreuse, mais on a quelques données qui sortent quand même, dans l'alcool par exemple, troubles de l'usage d'alcool ou d'autres addictions, et donc avec des modèles animaux qui sont assez anciens. Quand on voit la littérature, c'est assez ancien en fait, hein, la démonstration de la moindre prise de substance suite au GLP-1. Il y a plein de modèles animaux qui existent déjà depuis longtemps, mais ça n'a jamais vraiment été trop évalué, alors qu'en fait, il y a vraiment un point très intéressant et qui pourrait être même propre à, non pas à une substance, mais à plusieurs substances. Donc c'est ce qui témoigne vraiment de son potentiel très intéressant. Notamment dans l'étude sur l'alcool, il me semble, dans l'étude de phase 2 sur l'alcool, on voyait que les gens ils fumaient moins en fait. Et c'était une étude pour l'alcool, mais il y avait avant tout une efficacité sur le craving, sur la cigarette. C'est intéressant. Bah, on va peut-être s'arrêter là parce qu'il est 13h02. Merci encore beaucoup, professeur Bruno, c'était super. Et puis, je sais pas, Arnaud, tu as une annonce à faire pour le prochain webinaire? Alors, pour le prochain webinaire, la date n'est pas encore connue, mais ça sera dans 3 mois, donc courant juin. Et on fait un appel à communication, donc n'hésitez pas à nous contacter sur la boîte mail de Force si vous souhaitez présenter une étude. À très bientôt, à très vite. Merci beaucoup, merci à vous. Au revoir.